tout de suite. Le journal. Bonsoir à tous et bienvenue à cette session d'information. Mesdames, Messieurs, voici les titres de l'actualité de ce mercredi 1er février. Moment de communion et de solennité entre le pape François et les fidèles catholiques à l'aérodrome de Ndolo. Le souverain pontife a prêché la réconciliation et la paix. Et dans la soirée, le Saint-Père a rencontré les survivants et victimes de la guerre de l'Est du pays. Vous suivrez tout ça dans ce journal. À la une également, Étienne Tshisekedi, toujours vivant dans la mémoire de plusieurs Congolais. C'est lui qu'on appelait le Sphinx de Limété, a totalisé 6 ans depuis sa disparition. C'était en 2017. Vous suivrez des témoignages dans ce journal. Et puis, à l'international, au Mali, la récolte du coton enregistre une baisse de 29%, indique la Société malienne du textile. Bonsoir à tous. Le pape François a échangé ce mercredi dans la soirée avec les représentants des survivants et victimes de la guerre de l'Est de la RDC. Ces victimes venues du Grand Kivu ont tour à tour donné les témoignages de ces gens. Ils ont demandé le retour de la paix dans leur province. Ils ont ensuite déposé des machettes et autres armes blanches, signe de leur volonté d'oublier à jamais la violence. Suivez. Moment d'émotion lorsque le pape François a fait face aux survivants des massacres de l'Est de la République démocratique du Congo. Ces hommes et ces femmes, victimes des violences, ont tour à tour donné les témoignages de ce que les rebelles ont fait subir sur des communautés depuis plus de 20 ans au nord et au sud Kivu, mais également dans la province de l'Ituri. Ces survivants ont fait le déplacement pour venir dire au souverain pontife leur calvaire. Bras coupés pour certains, ils portent sur leur corps l'impact de la violence à l'Est de la RDC. Devant le pape, ils ont exprimé un seul besoin, la paix et le pardon pour le sang versé dans la partie orientale du pays. Ils ont ensuite déposé machettes, couteaux et autres armes blanches au bas de la croix du Christ, afin, disent-ils, que la paix revienne dans leur territoire et province. L'attaque a eu lieu dans la nuit du 1er février 2022 par les groupes armés, lesquels ont fait 63 morts, parmi lesquels 24 femmes et 17 enfants. J'ai vu la sauvagerie. Des gens découpés comme on découpe la viande à la boucherie, des femmes éventrées, des hommes décapités, comme les femmes avec nous mutilées sans aucune raison. Je dépose devant la croix du Christ vainqueur le couteau identique à celui qui a tué tous les membres de ma famille à ma présence. Prenant la parole, le Saint-Père a condamné les violences armées, la destruction à l'est de la RDC qui passe presque inaperçue aux yeux de la communauté internationale et dans les médias internationaux. Après la bénédiction finale, le pape François a appelé les uns et les autres à la réconciliation et au pardon, tout en les rassurant qu'ils portent leur souffrance à cœur. Bien avant, le pape François a célébré une messe géante à l'aérodrome de Ndolo face à des fidèles catholiques, mais surtout devant le couple présidentiel et l'essentiel des acteurs politiques du pays. Fidèle à son message et fidèle à l'évangile, François a prêché la réconciliation et la paix. Enoch Issei.
Paix et pardon, l'essentiel du message de l'évêque des Roms, ce 1er février à l'aéroport d'Indolo, transformé en immense cathédrale, accueillant environ 1 million de fidèles venus de toutes parts pour écouter le pape François en visite apostolique en République démocratique du Congo. Lors de son homélie, le souverain pontife a rappelé que dans un monde de guerres et de conflits, voire de violences, il faut être acteur de paix. Pour y arriver, il faut cultiver 3 sources, le pardon, la communauté et la mission. Il n'y a pas de christianisme sans communauté, de même, il n'y a pas de paix sans communauté, a-t-il dit. Le pape a rappelé le rôle du pardon, la culture de la communauté et la mission. Il a également souligné la consolidation apportée, a-t-il dit, par Jésus sur le blessure que porteraient les fidèles, luttant contre les divisions de toutes sortes. Il a insisté sur le rôle que devraient jouer les chrétiens, les missionnaires de l'amour fou que Dieu a pour le monde. Nous sommes appelés à être missionnaires de la paix et cela nous apportera la paix, a-t-il ajouté. Bien après l'Eucharistie, le cardinal Ambongo a remercié le pape François tout en rappelant que le peuple venu est un peuple qui souffre. Le peuple qui vous accueille aujourd'hui et qui est là devant vous, c'est un peuple qui souffre. Souffrance injuste. Les Congolais demeurent pourtant un peuple confiant et plein d'espérance. Cette messe, célébrée en présence de plusieurs autorités du pays, notamment en présence du président de la République Félix Antoine Tshisekedi et son épouse Denise Nyakiro, ainsi que de ministres et députés, pour ne citer que cela. Les messages du depuis son arrivée à Kinshasa ne laissent pas indifférent. Mardi, le souverain pontife a tenu un discours dans lequel il fustigeait un colonialisme économique dont le Congo et l'Afrique sont victimes. Un discours pertinent qui a fait réagir. Je vous propose de suivre la réaction de Vital Kamere, l'ancien directeur de cabinet du chef de l'État, salue la lucidité du pape François. Suivez. Si on le laisse en paix, booster le développement de l'Afrique. Je ne vais pas répéter ce que le président avait dit, que ce soit les défis du changement climatique, nous sommes la deuxième forêt, que ce soit les défis de la faim dans le monde. Nos terres permettent d'absorber 2 fois le déficit alimentaire mondial, que ce soit la rareté des matières premières. Tous les espoirs du monde pour la voiture électrique et la transition écologique, c'est fondé sur la République démocratique du Congo. Nous disons, c'est un scandale géologique, mais scandale aussi anthropologique. 450 ethnies, comme l'a dit le président de la République, chez nous, ça constitue une richesse. Ce discours était le bienvenu, mais nous devons saluer les discours de l'ordre du jour. Le souverain pontife, qui a été plus qu'un avocat, plus que notre ambassadeur, sa voix est entendue dans le monde entier. Il a tout dit, commencé à commenter son discours, où il a parlé des injustices dont nous sommes l'objet à cause de nos richesses, comme qui dirait la malédiction des ressources naturelles. Mais nous avons toujours dit, non, il n'y a pas de malédiction. La volonté de chacun des Congolais affichée sans réserve, le Congo va se lever. Cet éléphant qui est couché aujourd'hui va se lever et va marcher. Et l'Afrique subsaharienne, l'Afrique et le monde en tirera profit. Et nous disons qu'au lieu de combattre la République démocratique du Congo, les gens devaient comprendre qu'autour du Congo, il fallait ériger un rideau sécuritaire parce que notre pays est ouvert à la sous-région, il est ouvert à la région, il est ouvert à l'Afrique, il est ouvert au monde. Nous n'avons jamais refusé à quiconque de venir acheter les minéraux au Congo, mais il faut respecter l'intégrité territoriale, la souveraineté, l'indépendance du Congo et les lois de la République démocratique du Congo, mais dans un esprit de partenariat gagnant-gagnant. Le peuple congolais doit se retrouver dans ce que c'est fait. Émotion et hommage, les Kinois se souviennent aujourd'hui d'Etienne Tshisekedi Wamulumba. Le leader Maximo, comme l'appelaient ses supporters, totalise 6 ans depuis sa disparition. Il laisse une trace indélébile de par son combat. Mais que peut-on retenir de sa lutte? Voici les réponses de quelques Kinois interrogés par Emi Kabea et Giscard Tamba. Bon, ce que je peux dire, ce que j'ai retenu de Papa Etienne Tshisekedi, et qu'il était un homme
être sérieux, il était intègre, combattant, bon, c'est ce que je peux dire. C'est vraiment un homme de lutte. Il avait vraiment beaucoup combattu pour ce pays. C'est un homme de droit. C'est aussi un démocrate, dans ce que je peux ajouter. Bon, quant à moi, j'avais voulu un jour qu'il soit président de ce pays. Bon, malgré Dieu a décidé autrement. Donc voilà, c'est un peu ça, ce que j'ai retenu de lui. Bon, le bon souvenir que nous avons gardé envers Papa Etienne Tshisekedi, d'abord le monsieur nous avait bravé d'éviter la peur et il nous avait demandé que prenez-vous en charge. Voilà au moins les bons souvenirs que j'ai envers monsieur Etienne Tshisekedi Moulumba. Bon, depuis qu'il est parti, jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous n'avons pas une opposition forte telle que le président de l'IDPS, entre autres Papa Etienne Tshisekedi, le faisait. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, depuis que l'UDPS a accédé au pouvoir, on n'a pas une opposition qu'on peut compter qui peut bouger la République pour changer la carte. Un monsieur très positif parce qu'il savait ce qu'il faisait. Il nous a dit, prenez-vous en charge. Si vous ne vous prenez pas en charge aujourd'hui, demain, parce que le Congo, c'est le seul bien que nous avons en commun, vos enfants en vous vont marcher à genoux dans ces pays. Savez-vous que vaut mieux vivre debout, vaut mieux mourir debout que vivre à genoux? Et aujourd'hui, si vous ne vous prenez pas en charge pour lutter contre la dictature, demain, après-demain, vos enfants à vous vont marcher à genoux dans votre propre pays. Donc voici un peu les bons souvenirs que je garde de lui. Il m'a enseigné la prise en charge, il m'a enseigné à braver la peur, à braver la dictature. Et voilà un peu ce que je garde un peu. Et autre chose que je garde de lui, c'est sa philosophie de chercher, de vouloir dépersonnaliser les institutions de l'État. Parce que pour lui, c'était les institutions, les principes selon lesquels les institutions restent et les hommes passent. Une délégation de la société minière dénommée Kivu Holding Mining, conduite par son directeur général, présentée à la ministre nationale des Mines ainsi que les partenaires pour bien mener les services d'achat et de traitement de minerais. Suivez. La société Kivu Holding Mining a présenté à la ministre Antoinette Samba Kalambaye son plan d'activité après son agrément comme entité de traitement de la catégorie B. Conduite par son directeur général David Kikouni, la délégation de cette société a été reçue en audience ce mardi 31 janvier 2023 par la ministre des Mines Antoinette Samba Kalambaye dans son cabinet de travail. Au menu de la rencontre, le lancement des activités ainsi que la présentation des partenaires potentiels. La guerre que nous en avons à l'Est, c'est la guerre économique. Nous, on a compris les problèmes. Le fait de comprendre les problèmes que nous avons à l'Est, d'abord, on avait commencé avec ce qu'on appelle Conecoma. La Conecoma réunit les 3 provinces. L'objectif est pour nous qui était de bien canaliser les produits miniers, que les minerais ne puissent pas encore être fraudés, mais tous doivent être bien canalisés. La ministre qui avait compris et nous avait vraiment bien accompagnés, mais il y a certaines personnes qui n'ont pas compris, qui étaient vraiment corrompues par les fraudeurs, qui ont combattu la structure. C'est pour cette raison qu'on a créé notre société minière qui est la société Kivu Holding Mining. L'objet pour cela, que nous, qu'on achète nos produits, et bien canaliser cela. Que les minerais du Congo doivent prendre les drapeaux congolais, pas les drapeaux d'aucun pays voisin. Aussi, nous venons aussi présenter à Madame la ministre les projets de notre société, qu'on puisse avoir une raffinerie au niveau de Goma. Parce que la guerre que nous en avons à l'Est, parce qu'on n'a pas une raffinerie, que notre souci qu'on a envie de demander à Madame la ministre, qu'elle puisse nous accompagner pour les projets. Nous voulons que les minerais soient traités au niveau du Congo. Le chef d'État lui-même ne peut pas tout faire. Chaque Congolais, il a son travail, il a sa part pour aider le chef de l'État qui puisse réussir l'objectif qu'il a.
Et c'est ça que nous, en tant que société, nous sommes mobilisés de créer et de construire un raffinerie de 3T à Goma qui va arrêter la guerre économique en RDC. La ministre des Mines, Antoinette Samba Kalambay, leur a promis son accompagnement pour le redressement du secteur. Le vice-premier ministre en charge de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a annoncé le début du processus de la deuxième vague de la mise en retraite des agents et fonctionnaires de l'État conformément à l'ordonnance signée par le président de la République. Selon Jean-Pierre Liaou, au total, 6 369 personnes sont concernées par cette deuxième vague, dont 24 secrétaires généraux. Je vous propose de l'écouter. 6 369 autres agents et fonctionnaires ont été mis à la retraite par l'ordonnance de son Excellence Monsieur le Président de la République, s'agissant des plus hauts gradés de notre administration, plus ou moins 1032 agents, ainsi que par décret de son Excellence Monsieur le Premier ministre pour toutes les autres catégories d'agents, cadres supérieurs, agents de collaboration ou agents d'exécution, plus ou moins 5 337 agents. Au terme de ces différents actes, les tableaux de ces départs à la retraite, par grade et selon les catégories d'agents, se présentent de la manière suivante. 24 secrétaires généraux sont concernés, dont 13 admis pour raison de justice et d'équité à l'éméritat pour avoir exercé durant plus ou moins 3 ans les fonctions de secrétaire général à titre intérimaire et 11 nouvellement retraités et admis à l'éméritat. 438 directeurs qui sont admis à titre honorifique au grade de secrétaire général. 570 chefs de division admis à titre honorifique au grade de directeur. 1035 chefs de bureau et 4302 autres agents de collaboration et d'exécution mis à la retraite et admis à l'honorariat conformément à la loi avec un grade supérieur. Je dois rappeler que j'ai d'ores et déjà procédé à la signature de toutes les 6 369 lettres de notification adressées aux agents concernés qui sont en train de les réceptionner. L'ancien président kenyan Uhuru Kenyatta a convoqué une réunion urgente avec les conseillers techniques de la communauté d'Afrique de l'Est. Objectif, examiner la détérioration de la situation sécuritaire dans l'Est de la RDC. Uhuru Kenyatta a notamment souligné la nécessité d'appliquer les recommandations issues des processus de Nairobi et de Luanda. Maris Boleli. Dans un communiqué de presse transmis aux rédactions par le bureau du 4e président du Kenya, Uhuru Kenyatta a convoqué la réunion mardi en sa qualité de facilitateur du processus de Nairobi mené par la CEAE sur la restauration de la paix et de la stabilité dans la partie est de la RDC. La réunion a été rendue nécessaire par la détérioration de la situation sécuritaire, notamment en Ituri et au Nord Kivu, où l'on signale une grave escalade de combats et des assassinats ciblés. Kenyatta a une nouvelle fois appelé au calme et à la cessation immédiate des hostilités. Il a exprimé sa profonde inquiétude face aux graves violations de principes de processus de Nairobi et de Luanda. Il a également appelé à un retour urgent au dialogue et à la consultation afin de promouvoir la confiance entre les parties au conflit et d'alléger les souffrances de populations de l'Est de la RDC. Les facilitateurs restent engagés dans la voie de la construction de la paix dans l'Est de la RDC et continuent à appeler les dirigeants régionaux et la communauté internationale à apporter leur bonne volonté politique et leur soutien à la pleine réalisation du processus de paix de Nairobi pour la restauration de la paix et de la stabilité dans l'Est de la RDC, indique le communiqué.
En sport, le stade des Martyrs de Kinshasa n'a pas été homologué par la Confédération africaine de football. Dans un communiqué qui indique la liste des stades admis pour accueillir les matchs de la 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024, l'organe fêtière du football continental déclare que le stade des Martyrs ne répond pas encore aux normes établies par lui. Bleste Kouzola. Le stade de Martyrs n'a pas été homologué par la Confédération africaine de football en vue d'accueillir les rencontres de 3e et 4e journée des éliminatoires de la CAN 2024. L'entrée sportif de Kinshasa, qui subit des travaux de mise en condition depuis des mois, n'a pas satisfait aux critères de la CAF au point de ne pas figurer sur la liste des stades homologués publiée ce mardi. Cependant, les responsables du foot congolais ont, selon le règlement de la CAF, la possibilité de solliciter une mission d'inspection de l'instance fêtière du ballon rond africain d'ici le 10 février. De la conclusion de cette mission va dépendre l'homologation du stade de Martyrs. À défaut, la Fédération congolaise de football association aura encore la possibilité de solliciter une énième dérogation, comme c'était le cas lors de 2 premières journées des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2024. La CAF reproche notamment au stade de Martyrs de n'être pas totalement couvert de sièges pour le public, d'avoir de vestiaires non adaptés aux standards internationaux, d'être dépourvu de tribunes de presse et de formation médicale. L'information, c'est aussi en dehors des frontières congolaises. Au Mali, la récolte de coton graines est finalement attendue à 526 000 tonnes, soit une baisse de 29% par rapport aux récentes prévisions de 740 000 tonnes annoncées il y a un mois. C'est ce qu'a indiqué hier, mardi 31 janvier, Dramane Konaté, porte-parole de la compagnie malienne pour le développement du textile. Jojo Moulamba. Cette révision de estimation s'explique notamment par le mauvais temps et les attaques de ravageurs, en l'occurrence les insectes parasites du coton qui provoquent un jaunissement de feuilles. Globalement, il s'agit d'un recul de 35% par rapport aux prévisions initiales de 810 000 formulées en début de campagne par les autorités maliennes. Avec cette contre-performance, le Mali devra encore attendre pour ravir au Bénin la couronne de premier fournisseur africain d'or blanc. Ces derniers prévoit 705 000 tonnes en 2022-2023 et il est avec le Cameroun le 2 seuls producteurs majeurs de la zone CFA à avoir été épargnés par les infestations des jacides qui ont débuté en juillet 2022. La baisse concerne presque tout le pays producteur de la sous-région qui sont tous touchés par le parasite. Il faut rappeler que, en Afrique de l'Ouest, les invasions de champs par ces parasites ont été répertoriées dans 5 pays en plus du Mali, à savoir le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, le Togo, le Sénégal et le Niger. Selon le Fonds monétaire international, l'économie mondiale va s'affaiblir cette année alors que la hausse de taux d'intérêt et le conflit russo-ukrainien continuent à peser sur les activités. Mais dans sa dernière mise à jour sur les perspectives économiques mondiales publiée lundi, les économies sont plus optimistes qu'il y a quelques mois. Le Fonds monétaire international voit quelques améliorations dans les perspectives économiques mondiales. C'est un reportage de nos confrères de CGTN. Le Fonds monétaire international voit quelques améliorations dans les perspectives économiques mondiales. Il estime désormais la croissance mondiale à 2,9% en 2023, avant de passer à 3,1% en 2024. Ce chiffre est en baisse par rapport à la projection de 2022, mais en légère hausse par rapport à ses prévisions d'octobre. Cela reflète des surprises positives et une résilience plus importante que prévu de nombreuses économies. Les économies avancées devraient connaître une baisse importante en 2023 à 1,2%, mais connaîtront une légère hausse en 2024. Environ 90% de ces économies devraient connaître une baisse de leur croissance. Parmi elles, les États-Unis devraient ralentir à 1,4% de croissance en 2023. Quant à la zone euro, qui souffre toujours d'une crise énergétique, elle devrait plafonner à 0,7% en 2023. Le Royaume-Uni est la seule économie du groupe des 7 qui devrait se contracter cette année. La croissance estimée est négative de 0,6%.
Mais les marchés émergents et les économies en développement devraient enregistrer une hausse modeste, avec une croissance de 4% en 2023 et de 4,2% en 2024. La croissance de la Chine devrait atteindre plus de 5% en 2023. L'inflation devrait diminuer au cours des 2 prochaines années, mais rester bien supérieure au niveau d'avant la pandémie. La baisse des prix des carburants et des produits de base et la politique monétaire ont eu des effets de refroidissement, mais la désinflation prendra du temps. Le FMI prévient également que les risques pesant sur les perspectives restent importants. De nombreux risques baissiers continuent à peser sur l'économie mondiale, ajoutant encore à l'inflation. Le conflit en Ukraine reste une source essentielle d'incertitude. Une escalade pourrait aggraver les perturbations sur les marchés alimentaires et énergétiques. Mais pour la plupart des économies, la priorité reste de parvenir à une réduction durable de l'inflation vers les niveaux cibles. Contenir une réapparition de la Covid-19, assurer la stabilité financière et renforcer la coopération mondiale dans de multiples domaines sont également des priorités. À l'exclusion du marché de gré à gré, la demande mondiale d'or a atteint 4 741 tonnes en 2022, ce qui correspond à une hausse de 18% en glissement annuel. C'est l'une des informations fournies par le World Gold Council dans un rapport publié hier mardi 31 janvier, ajoutant que les achats des banques centrales ont représenté environ 24% de ce total. Jojo Mulamba. Les rôles de l'or comme instrument de réserve s'accroît en période de crise économique ou d'incertitude géopolitique. Alors que l'année 2022 a été marquée par les deux situations, les achats de banques centrales ont plus que doublé par rapport à 2021. Avec une progression de 152% en glissement annuel, la demande d'or de banque centrale n'a en effet pas été aussi forte depuis 1967, soit 55 ans, le Conseil mondial de l'or, qui précise tout de même que l'incertitude géopolitique et l'inflation ont pu être le moteur de cette croissance avec des achats importants effectués par les banques centrales de marchés émergents comme la Chine et la Turquie. Malgré une baisse de 3% en glissement annuel, la fabrication de bijoux est demeurée le premier secteur de consommation d'or au niveau mondial avec 2086 tonnes, soit 44% du total contre 55,2% en 2021. Quant à la demande de lingots et de pièces d'or, elle a augmenté 2% par rapport à 2021 pour s'établir à 1271 tonnes contre une hausse de 10% à 1107 tonnes pour la demande d'investissement hors marché de gré à gré. Au niveau de l'offre mondiale, le rapport du Conseil mondial de l'or indique qu'elle a connu une hausse de 2% en 2022 pour atteindre 4755 tonnes avec une contribution de mines d'or estimée à 3612 tonnes, soit le plus haut niveau depuis 4 ans. Fin de cette édition, mais avant de la boucler complètement, le rappel des différents titres. Moment de communion et de solennité entre le pape François et les fidèles catholiques à l'aérodrome de Ndolo. Le souverain pontife a prêché la réconciliation et la paix. Mais dans la soirée, le Saint-Père a rencontré les survivants et les victimes de la guerre de l'Est. Vous les avez suivis dans ce journal. Et puis également Étienne Tshisekedi, toujours vivant dans la mémoire de plusieurs Congolais. C'est lui qu'on appelait le Sphinx de Limete, a totalisé 6 ans depuis sa disparition. C'était en 2017. À l'international, au Mali, la récolte du coton enregistre une baisse de 29%, a indiqué la compagnie malienne du textile. Ce journal est complètement terminé. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programmes sur Géopolis Télévision.